Accord sur le nucléaire iranien, ce que Donald Trump lui reproche. C'est le titre proposé par James William Gwagidi. Bonjour à vous. Bonjour à vous, Loris Freddy d'abord. Bonjour à nos amis téléspectateurs et à tous les auditeurs. On ouvre le monde avec les clés. Depuis plusieurs mois, le président américain peste contre l'accord conclu en 2015 sur le nucléaire sous son prédécesseur Barack Obama. Il doit, dans quelques jours, dire s'il accepte ou non de poursuivre la mise en œuvre de cet accord. Et la plupart des observateurs pensent qu'il le dénoncera. Alors, toute première question à poser à James William Gwagidi, qui a les clés du monde, bien évidemment. Pourquoi a-t-il fallu un accord sur le nucléaire iranien? Merci Loris Freddy Davo. L'histoire de l'accord sur le nucléaire iranien remonte à longtemps. Tout commence en 2001, les attentats du 11 septembre 2001 qui frappent le territoire des États-Unis, qui anéantissent les tours jumelles du World Trade Center, qui touchent le cœur de la puissance militaire américaine, c'est-à-dire le Pentagone. Et le quatrième avion qui aurait dû s'abattre sur la Maison-Blanche, probablement, s'est échoué en Pennsylvanie après une intervention des passagers contre les terroristes. Alors donc, à cette occasion, le président des États-Unis d'Amérique s'appelle George Walker Bush. Il déclenche une croisade internationale contre ce qu'il appelle l'axe du mal. Et dans cet axe du mal, il cite 3 pays. Premièrement, l'Irak. Deuxièmement, la Corée du Nord. Et troisièmement, en l'occurrence, l'Iran. Alors, l'Iran, pays des chiites, principal pays des chiites, qui se trouve là, comme vous le voyez, pratiquement au centre du monde, se trouve être donc perçu par les États-Unis d'Amérique à partir de 2001 comme étant l'un des principaux soutiens des mouvements terroristes à travers le monde. Il est vrai que l'Iran apporte son soutien à un groupe armé qui est le Hezbollah, pro-iranien, qui se trouve au Liban, et qui intervient d'ailleurs actuellement en Syrie aux côtés du gouvernement de Bachar al-Assad. Et également, l'Iran soutient le Hamas palestinien contre Israël. L'Iran soutient plusieurs groupes et a même financé, pour ne pas cacher les choses, même financer des attaques terroristes contre certains États. Donc, l'Iran est perçu à partir de ce moment-là comme un soutien au terrorisme international, pays de 80 millions d'habitants environ, 31 provinces, capitale Téhéran, tout cela, on le connaît. Et l'Iran est donc dans la liste noire des États-Unis. Et les États-Unis attaquent en premier l'Irak. L'Irak, pays de Saddam Hussein. C'était en 2003, les États-Unis anéantissent en quelques mois le régime de Saddam Hussein et commencent à tenir un discours vraiment très guerrier contre l'Iran, dans la mesure où, en cette année 2003-là, les États-Unis mettent au jour un programme nucléaire balistique, iranien, que l'Iran avait soigneusement caché à l'Agence internationale de l'énergie atomique. Vous savez, cette agence-là de l'ONU qui contrôle le respect du traité de non-prolifération. Et donc, quand vous importez toute matière fissile susceptible d'entrer dans la composition d'une arme nucléaire, cette agence est censée le savoir. Et cette agence a découvert donc que l'Iran est en train de produire en catimini de l'uranium enrichi, ce qui peut aboutir à la production plus tard de la bombe atomique. Forcément, cela déclenche la colère des États-Unis d'Amérique. À cette époque-là, au pouvoir, il y avait Mohamed Khatami, qui n'était pas un président trop va-t-en-guerre, mais 2 ans plus tard, arrive au pouvoir Mahmoud Ahmadinejad, que nous voyons ici à l'écran. Des négociations s'étaient ouvertes sous son prédécesseur avec l'ONU pour mettre fin au programme nucléaire qui venait d'être découvert. L'Iran avait à peine 160 centrifugeuses. Ce sont ces installations qui permettent d'enrichir l'uranium. Mais le président Ahmadinejad, impatient de voir l'accord arriver à terme, va en même temps se méfier de ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique, où le président américain tente de mettre en œuvre un nouveau plan
de démocratisation du Proche et Moyen-Orient, ce qui l'amène donc en Irak à lancer cette guerre, l'Afghanistan également, et puis il envisage un projet qu'il appelle le Grand Moyen-Orient. Dans ce Grand Moyen-Orient, mettre en œuvre seulement des États démocratiques ou tout au moins des États qui sont alliés des États-Unis d'Amérique. Donc l'Iran commence à se sentir en danger et le président Ahmadinejad augmente très sensiblement le nombre de centrifugeuses. En 2015, au moment où l'accord est obtenu, les centrifugeuses sont passées de 160 à 20 000. Sur tout le territoire de l'Iran. C'est vous dire à quel point le gouvernement iranien a mis les moyens pour que le programme nucléaire soit véritablement mis en place. L'Iran affirmait à chaque fois que, surtout Ahmadinejad, sauf qu'il était à la tribune des Nations Unies, affirmait que l'Iran n'avait pas l'intention de mettre en œuvre un programme nucléaire, mais c'était compté sans le subterfuge dont il pouvait faire preuve, ce président-là. Il a relancé le programme d'enrichissement nucléaire, ce qui va valoir les premières sanctions de l'ONU à son pays. Et après ces sanctions-là, naturellement, le pays va se sentir de plus en plus isolé, avec de moins en moins de moyens, de moins en moins de débouchés pour ses matières premières, dont notamment le pétrole. Et il faudra donc entrer en négociation. Ahmadinejad qui tient un discours guerrier d'un côté, mais qui accepte d'entrer en négociation de l'autre. Il a même failli y avoir un accord entre-temps, mais cet accord a été torpillé par le guide suprême de l'Iran lui-même, l'ayatollah Khamenei. Et puis plus tard, c'est en 2015 seulement, quelques années, un peu moins de 2 ans après le départ du pouvoir de Mahmoud Ahmadinejad, qui a été remplacé entre-temps par Hassan Rouhani, que donc cet accord a été signé avec le groupe des pays que l'on voit ici. L'Union européenne était représentée, la Chine, les États-Unis, la France, l'Allemagne, et puis bien entendu les États-Unis d'Amérique et la Russie. Voilà. Alors James, que dit en substance de cet accord? Alors le contenu de l'accord sur le nucléaire iranien est un contenu assez simple, même si l'accord fait plus de 100 pages, sinon même 200 pages si j'ai bonne mémoire. Alors, l'accord a pour objectif, et va dans les détails, les moindres détails, il a pour objectif, surtout les 5 ou 6 points que je vais citer, premièrement de limiter l'enrichissement. Vous voyez sur cette image, vous voyez une caricature de la façon dont cet accord a été conclu. Ce fut un accord difficile. On voit d'un côté Hassan Rouhani et voilà, Barack Obama qui sont en train de poser une carte de l'accord nucléaire deal, donc l'un après l'autre. Et c'est en ce moment-là que les membres du Parti démocrate sont en train d'ouvrir la porte derrière Barack Obama, ce qui pourrait risquer de faire capoter tout l'accord. C'est une caricature qui est apparue à cette époque-là pour montrer à quel point il a été difficile de négocier cet accord, qui, il faut le dire, les négociations ont duré 12 années. 12 années au cours desquelles il y a eu plusieurs présidents qui se sont succédés, naturellement en Iran, où l'alternance est quand même assez bien respectée, malgré la situation du pays. Et aux États-Unis d'Amérique, naturellement, où on a connu George Bush, on a connu Barack Obama, et puis voilà, c'est sous Barack Obama que l'accord a été signé. Donc, je disais, le contenu, c'est qu'il fallait limiter l'enrichissement d'uranium, c'est le premier objectif. Et cet enrichissement d'uranium, c'est sur tout le territoire iranien où il y avait déjà plus de 20 000 centrifugeuses. Il fallait également limiter la production de plutonium parce que, en association avec l'uranium, le plutonium entre dans la composition des bombes atomiques. Mais l'Iran a le droit de procéder. L'Iran a le droit de procéder à la mise en œuvre d'un programme nucléaire civil, ce qui ne nécessite pas l'enrichissement de l'uranium dans les proportions que l'Iran était en train de mettre en œuvre. Donc, il fallait donc renforcer les inspections, on le voit bien sûr ce document, renforcer les inspections pour que l'Agence internationale de l'énergie atomique puisse vérifier tous les jours au besoin que l'Iran est en train de respecter ses engagements vis-à-vis de cet accord. Il fallait également lever les sanctions qui touchaient l'Iran, parce que si l'Iran est entré en négociation, c'est justement parce que des sanctions sont en train de frapper très durement son économie, mais l'Iran n'avait pas obtenu la levée de l'embargo sur les armes. Voilà donc ce qu'il y a dans cet accord que l'Iran a accepté de conclure et que les autres pays également, que j'ai cité tout à l'heure, voilà quelques représentants des chefs de diplomatie et le représentant spécial de l'Iran qui est tout sourire, comme vous pouvez le voir, mais
la plupart étaient quand même contents d'avoir abouti à cet accord. Comme vous le proposez déjà dans l'intitulé de la thématique que nous abordons, eh bien, que lui reproche Donald Trump? Alors oui, vous l'avez entendu, Donald Trump, depuis qu'il est candidat à la présidentielle, crie sur tous les toits et affirme à qui veut l'entendre que l'accord sur le nucléaire iranien est le pire accord jamais signé par les États-Unis dans le cadre d'une négociation avec un adversaire ou un partenaire étranger. Cet accord perçu par Donald Trump comme étant une véritable catastrophe, il a l'obligation tous les 90 jours, suite à cet accord, le Congrès américain a en effet instauré, a voté une loi qui oblige le président américain tous les 90 jours à dire, après vérification, après obtention des documents de la part de l'AIEA et des services secrets américains, si l'Iran est en train de respecter l'accord. Alors, 2 fois déjà, Donald Trump a reconduit, en tout cas a accepté que cet accord est en train d'être respecté, mais chaque fois, il a dit que c'est parce qu'il n'a pas encore eu le temps de vérifier convenablement ce qui se fait, mais que quand il aura la certitude que cet accord n'est pas respecté, qu'il va le dénoncer. D'ailleurs, il dit déjà au départ que l'accord est mauvais lui-même, et il ajoute aujourd'hui que cet accord n'est pas respecté par le gouvernement iranien, ce qui l'amènera probablement à dénoncer cet accord. Quand il dit que cet accord est un mauvais accord, il estime que les États-Unis n'ont pas obtenu de la part de l'Iran la renonciation définitive à un programme nucléaire. Il estime que les États-Unis n'ont pas obtenu de l'Iran de mettre fin au soutien au terrorisme international, et quelque part également l'accord ne parle pas du développement de programmes balistiques iranien, puisque effectivement l'Iran continue aujourd'hui de développer son programme balistique consistant concernant plutôt les armes, les missiles qui peuvent être tirés d'un point à un autre, et l'Iran augmente de plus en plus la portée de ces missiles, ce qui met en danger justement le grand allié des États-Unis dans la sous-région, qu'est l'État d'Israël, et qui met en danger également les États-Unis d'Amérique, leur propre territoire, qui pourrait éventuellement être touché si les missiles iraniens atteignent des portées de plus en plus élevées. James, on finit la toute dernière minute. Que va-t-il se passer dans l'hypothèse où Donald Trump dénonce cet accord? Si Donald Trump dénonce l'accord qui lie les États-Unis et tous les autres États du P5+1 avec l'Iran, il y aura forcément un certain nombre de problèmes qui vont se poser. D'abord, première chose, de façon technique aux États-Unis, il faudra que le Congrès se réunisse dans les 60 jours pour dire si des sanctions doivent être prises contre l'Iran, ou bien si on peut amener le président américain à continuer à valider cet accord-là pendant un certain temps pour que des contrôles plus approfondis aient lieu. Si effectivement l'accord est finalement dénoncé, le président Ahmadinejad menace, pas Ahmadinejad, le président iranien Hassan Rouhani menace depuis un certain temps de revenir sur cet accord et de faire payer très cher aux États-Unis ce qui sera pris comme décision. En réalité, en Iran, il faut noter que le système politique iranien est un système assez rigide dans lequel le président n'a pas autant de pouvoir que l'ayatollah. On peut le voir sur cette image. L'ayatollah Ghazi Suprême depuis 1989, qui a succédé à l'ayatollah Khomeini, a sous son autorité, même les membres du gouvernement. C'est vrai que c'est à l'occasion d'une élection que le chef de l'État est choisi. Et actuellement, c'est un président modéré qu'on a plutôt à la tête de l'Iran. Mais l'ayatollah Ali Khamenei est à la tête des gardiens de la révolution. Il est le garant même du respect de l'autorité politique en Iran. Il peut même arriver jusqu'à destituer un président de la République. Et d'ailleurs, il a ordonné très régulièrement que beaucoup de partisans, des réformateurs ou des réformistes, comme on les appelle, soient jetés en prison. En tout cas, l'ayatollah Khamenei est très puissant, mais il va progressivement vers la fin de son, je ne veux pas dire mandat, mais il est assez âgé. Et dans le cas où l'ayatollah en viendrait à disparaître, c'est également une période d'incertitude. Et vous en aurez fini?
C'est également une période d'incertitude qui s'ouvre sur l'Iran et cette période d'incertitude risque de faire du tort à cet accord si jamais les États-Unis s'en vont jusqu'à le dénoncer. En tout cas, beaucoup d'incertitudes s'ouvrent si jamais le président américain dénonce cet accord et c'est pour cette raison que autant les démocrates que certains républicains, que ce soit à l'intérieur ou même au plan international, beaucoup d'acteurs internationaux appellent Donald Trump à ne pas commettre l'erreur de dénoncer cet accord. Je rappelle que vous reviendrez sur tous ces sujets dans le DGP les mois à venir. Merci. Bonne journée à vous, James. C'est moi qui vous remercie.